Bonjour, au micro Claude Léa, à la coordination et à la technique Camille. Vous écoutez Radio Culture Dijon 100 FM et comme un mardi sur deux à 18h, c'est votre émission Le mot sur la main qui commence. Le mot sur la main qui met en lumière les travailleurs de l'ombre. Et dans l'ombre, il y a tous ceux qui tissent des liens durables entre les peuples et qui travaillent pour que les nombreux jumelages de Dijon avec des villes du monde entier restent vivants et attractifs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est un numéro spécial Volgograd, ce qui nous permet d'accueillir Michel Féteau, président de l'association Urkazi. Bonjour Michel. Bonjour. Et Arnaud Kramer. Bonjour Arnaud. Bonjour. Notre polyglotte préféré qui a déjà séjourné et travaillé à Volgograd et qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance locale grâce à notre rubrique L'objet fétiche. Merci Arnaud, que vous venez d'entendre à la balalaïka. Voilà. Tu l'as acheté où cet instrument, Arnaud ? Je l'ai acheté à Volgograd, justement. Justement, voilà. Et c'était comme ça, sur un marchand d'instruments de musique Non, sur un marché aux puces. Ah oui, sur un marché aux puces, d'accord. Il y a des marchés aux puces dans différents endroits de la ville, à Volgograd, où on peut acheter tout et n'importe quoi. Beaucoup d'objets d'occasion, dont des instruments de musique. Ah, c'est bien. Alors, on va la décrire un petit peu, cette balalaïka, pour nos auditeurs. Elle est triangulaire, hein ? Oui. Voilà. Elle a combien de cordes ? Elle a 3 cordes. Elle a 3 cordes, voilà. Il y a différents accords, 2 accords principaux, un à 3 notes différentes, et un avec 2 notes identiques, le mi, et une autre note, le la. Ça, c'est un accord qu'on appelle l'accord Andreïevski, qui s'utilise dans de nombreux groupes folkloriques. Il y a également l'accord campagnard, entre guillemets, qui lui a 3 notes différentes, et que je n'utilise pas beaucoup, d'ailleurs je ne me rappelle plus trop les notes, mais qui est également utilisé en musique traditionnelle et qui remonte à plus loin dans le temps que l'accord Andreïevski, d'ailleurs. Et tu as appris où, en fait ? J'ai appris à jouer un petit peu auprès d'un musicien qui fait partie d'un groupe de Cosaques à Volgograd, parce que comme j'aime bien la musique traditionnelle, notamment bourguignonne, étant donné que je suis allé en Russie en 2012, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de m'investir un petit peu plus dans la musique traditionnelle russe. Ah, c'est bien. Alors en fait, là, c'est une balalaïka qui a un son assez aigu, parce qu'il y a différents types de balalaïka, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors celle que j'ai, c'est une balalaïka soprano. Il y a différents types de balalaïka, comme tu viens de le dire. Balalaïka, la basse, l'alto, etc. Il y a la contrebasse. Environ 5, la contrebasse, c'est énorme. Oui, c'est ça, comme une contrebasse. Comme contrebasse. Ouais, sauf que c'est triangulaire. Sauf que c'est triangulaire. La caisse est triangulaire à chaque fois. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens jouent quand... Alors c'est difficile à dire parce que lorsque j'étais là-bas, mes amis russes me disaient « Dis donc Arnaud, tu es français, tu joues de la balalaïka et nous on est russes, on n'en joue même pas ». Ah, oui. Alors bon, partant de là, je me suis dit qu'il y avait peu de gens qui en jouaient, notamment de ma génération. Par contre, je pense que les gens qui s'intéressent à la musique traditionnelle, qui font du folklore, parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui font du folklore là-bas, et là, le folklore a toutes ses lettres de noblesse. Il n'a pas de connotation péjorative comme il peut en avoir certaines fois en France. En France, oui. Là, les gens, naturellement, connaissent les chants traditionnels, les instruments, dont la balalaïka. Voilà, et puis il y en a peut-être des électriques pour des groupes rock, d'ailleurs. Alors, je n'en ai pas vu, mais peut-être que ça existe. Et s'il n'en existe pas encore, peut-être que ça existera un jour. Oui, parce oui. Notamment les instruments traditionnels français, par exemple la vielle à roue, sont maintenant produits en version électrique, proposés en version électrique.
Bon, ça y est, j'espère que vous commencez à rêver en russe, hein. Vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. Et comme un mardi sur deux, de 18h à 18h30, vous écoutez Le mot sur la main qui met en lumière les travailleurs de l'ombre. Et tout de suite, eh bien, on va lancer notre première partie avec l'aide de Michel qui va nous situer un petit peu Volgograd et puis nous dire quel souvenir historique cela rappelle. Alors Volgograd, c'est une grande ville au bord de la Volga, dans le sud de la Russie. On ne connaît pas tellement Volgograd, on connaît plutôt son nom antérieur qui était Stalingrad. Mais c'est une ville beaucoup plus ancienne, puisque Volgograd est née sous le nom de Tsaritsyne, il y a environ 420 ans. Et elle a pris le nom de Stalingrad en 1925. Elle s'est appelée Stalingrad de 1925 à 1961. Et c'est effectivement le nom qui est resté le plus dans nos esprits, puisque Stalingrad, c'est la bataille de Stalingrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une des batailles les plus meurtrières d'histoire, avec 1 million de victimes. Voilà, il y a énormément de littérature, de films sur le sujet. Voilà. Donc, c'est déjà une ville historique. Voilà. Et puis, eh bien, c'est une ville qui est jumelée avec Dijon depuis 1959. L'époque d'amitié entre les peuples. Le chanoine Kir, qui était l'un des pionniers des mouvements de jumelage, eh bien, on le voit. En fait, j'ai retrouvé un document sur une vieille photo. On le voit en 1964 en compagnie de Khrouchtchev sur la place Rouge à Moscou. En fait, ce jumelage était même antérieur, puisqu'il date de 59. 1959, oui, c'était l'époque d'après-guerre, et c'est vrai que Dijon et son maire de l'époque, le chanoine Kir, s'étaient beaucoup investis dans les jumelages avec différentes villes. On a commencé avec Mayence, puis après ça a été York, et ensuite en 59, eh bien, le chanoine a été très audacieux, puisque ça a été un des premiers partenariats qui s'est lié avec une ville des blocs socialistes, donc avec Stalingrad, qui était la ville symbole de la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas que le chanoine aussi était impliqué dans la résistance aussi à l'époque. Donc en 1959, il a invité le président du soviet de Stalingrad, qui s'appelait M. Dinkin, et ils ont signé une convention, alors non pas un jumelage classique, mais un partenariat entre les deux villes, qui renouvelait qui parlait surtout d'amitié, de contact, d'échanges culturels, etc. C'était courageux parce que c'était en pleine guerre froide, en fait. En pleine guerre froide. Ça n'a pas été toujours très apprécié à l'époque, y compris par sa majorité municipale. Mais disons que ça a été relativement bien accueilli par la population. Il y a eu un certain nombre de cérémonies qui ont eu lieu. Et disons que les liens ont existé de manière assez ponctuelle malgré tout. Oui, il y avait des liens, disons, d'amitié, des liens touristiques. Des liens touristiques, des liens officiels entre les deux villes. Disons que le chanoine Kir a essayé d'impulser cette politique d'ouverture à l'époque. Et l'année suivante, on a aussi le président Khrouchtchev qui est venu à Dijon avec le général de Gaulle. Ah oui. Mais il n'a pas rencontré le chanoine Kir. Ah ouais, tiens. Non, ça a été interdit à l'époque. La rencontre a eu lieu plus tard, comme vous l'avez dit. En 64. En 64. Voilà. Bon, alors, après, il y a eu quelques années de sommeil, on va dire, après la disparition du chanoine Kir. Un petit peu d'années en sommeil sur le jumelage Dijon-Volgograd. Disons que les relations ont été relativement limitées, du fait de l'éloignement, du fait aussi de la guerre froide qui existait. Mais elles ont existé entre les mairies, entre la mairie de Dijon et la mairie de Stalingrad à l'époque. Elles ont existé aussi grâce à l'association France-URSS qui existait à Dijon et qui avait une certaine importance. Et on a reçu beaucoup de délégations, en fin de compte, soviétiques qui sont venues en France et qui sont passées par Dijon. Et il y a eu des échanges entre les partenaires officiels qui étaient la mairie de Stalingrad et la mairie de Dijon. Mais c'est resté limité. Il y a eu quand même des moments importants avec les fêtes de la vigne. Ah oui. Les fêtes de la vigne, des échanges qui ont lieu tous les ans à l'automne. Et donc, on a vu souvent des groupes folkloriques venant de Russie, mais aussi de Volgograd ou de Stalingrad. Certains, d'ailleurs, je ne sais plus en quelle année, ayant remporté le prix à l'époque.
Mhm. Alors ensuite, on va dire qu'il y a un renouveau assez récent, puisque j'ai lu qu'en 2012, eh bien, les mairies de Dijon et de Volgograd ont signé une convention de coopération avec un projet jusqu'en 2017, donc on est en plein dedans, avec des objectifs de protection sociale des personnes âgées et puis de coopération surtout alimentaire et agricole. Oui. Alors les partenariats entre les deux villes ont continué, hein, grâce d'une part aux associations, Franc-Surs, puis ensuite Bourgogne-Urquhasy, au niveau des villes aussi, puisque même en 99, il y a eu un renouvellement pour le 40e anniversaire de ce partenariat. Il y a eu un renouvellement de la convention qui a été signée à l'époque. Ça n'a pas entraîné beaucoup d'événements, si vous voulez, au niveau des institutions, puis au niveau de la vie de la ville. Et c'est en 2009, 2008, 2009, où la nouvelle municipalité de Volgograd, puisque Stalingrad avait changé de nom en 61, était devenue Volgograd, ville de la Volga. C'est en 2009 donc que les relations ont repris de manière un peu plus importante. Alors entre autres, en 2009, il y a eu une délégation qui est allée pour la fête de la ville à Volgograd, délégation de la ville de Dijon. Il y avait eu aussi des délégations qui avaient participé aux commémorations de la fin de la bataille en 2003, ah oui, par exemple. L'anniversaire de la bataille de Stalingrad. Ouais. Donc ensuite, il y a des relations qui ont été reprises et qui se sont concrétisées, si on veut, par une nouvelle convention de partenariat, donc en 2012. Et alors toi, tu es président de l'association Bourgogne-Urquhasy. C'est une association qui est née de ce jumelage ou bien... Non, en fin de compte, c'est une association qui est née en 92. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des associations Franc-Surs qui existaient partout en France. C'est une association nationale avec des antennes départementales. Et cette association France-Surs a disparu lorsque l'URSS a disparu aussi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, les responsables de cette association avaient des liens d'amitié avec la Russie, avec Volgograd en particulier, au niveau des universités, au niveau d'un certain nombre d'organismes. Et ils ont souhaité que ces liens perdurent. Donc, ils ont créé une nouvelle association d'un nouveau type, puisque c'est des associations locales qui se sont créées. Et nous, ça a été Bourgogne-Urquhasy, et on a inventé ce nom d'Urquhasy qui ne représente aucun pays, mais qui essaye de montrer qu'il y avait des pays avec lesquels on avait des liens en Europe, dans le Caucase et en Asie. Voilà, alors avec un site qu'on va rappeler, www.bourgogne-urquhasy.fr, site sur lequel vous trouverez de nombreuses activités de l'association. Des cours de russe, par exemple ? Des cours de russe, oui, qui fonctionnent depuis la création de l'association. Il y a en particulier 4 niveaux de cours qui ont lieu toutes les semaines, dans un collège de la ville, au collège Marcel Pardet, et qui accueille toutes les personnes qui ont fait du russe et qui souhaitent renouveler, améliorer leurs connaissances, ou les rafraîchir, ou des personnes qui veulent tout simplement découvrir cette langue magnifique qu'est le russe. Oui, magnifique et sans doute difficile. C'est Parnot qui nous contredira. Tu as déjà suivi des cours de langue par Urquhasy, ou bien toi, ta formation était... Oui, j'ai suivi ma formation avant. Avant, en fait. Oui, d'accord. Oui, j'ai fait connaissance avec Bourgogne-Urquhasy il y a quelques années. D'accord. Parce que je suis venu m'installer à Dijon. Bon, donc c'est une association très vivante, très dynamique, qui organise des voyages, des échanges avec des scolaires, tout à fait. Et vraiment, le site il mérite d'être consulté parce que on trouve énormément de renseignements. Alors, vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. C'est le mot sur la main qui met en lumière les travailleurs de l'ombre, et tout de suite une pause musicale avec Indie Pop Rock, la playlist Indie Pop Rock qui est concoctée par Hervé, comme chaque semaine. C'est chaque jeudi de 21h à 22h sur Radio Culture Dijon, 100 FM bien sûr. Alors aujourd'hui, après ces petits accents de balalaïka, je ne vous propose pas un groupe russe qui chante en anglais, comme l'autre fois. Je vous proposais un anglais qui utilise des instruments russes. Voilà, alors c'est qui ? C'est Matt Elliott, qui est originaire de Bristol, voilà, qui en 2005 a sorti un album qui s'appelle Drinking Song. Bon,
je ne sais pas si c'était avec de la vodka, mais qui a créé une ambiance russe hivernale à souhait, un peu crépusculaire. Il y a un titre que j'aurais bien aimé vous faire écouter en premier, c'était The Kursk. Alors, si vous le cherchez sur YouTube, vous allez le trouver à Kursk. Rappelez-vous, c'est le nom de ce sous-marin qui a coulé en août 2000 dans la mer de Barents. 118 victimes disparues, coulées dans des circonstances pas encore vraiment éclaircies. Alors, je vous engage vraiment à aller voir sur YouTube la vidéo et écouter la musique qui va avec. Alors, c'est pas ce qu'on va écouter aujourd'hui parce que c'était un peu long, ça faisait plus de 6 minutes. Mais on va écouter un autre titre du même album, tout aussi crépusculaire, un peu plus court, qui s'appelle What's Wrong. Vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. C'est le mot sur la main qui met en lumière les travailleurs de l'ombre.
Alors, il y a une tâche pour vous, Arnaud et Michel, dans cette deuxième partie. C'est de nous convaincre que Volgograd est sexy. Alors, on ne sait pas si c'est... Berland dit qu'elle est pauvre et sexy. On ne sait pas si Volgograd est riche. Non. Mais enfin, je dois dire que quand on voit les photos, bon, on peut un petit peu se poser des questions sur l'opportunité du tourisme là-bas. Je vais paraphraser Renaud. Je vais dire, quand tu te retrouves à Volgograd en toque et en botte... Il faut beaucoup d'imagination pour trouver la ville rigolote, mais vous allez nous convaincre que c'est bien d'aller là-bas, en touriste, comme étudiant, etc., que la vie y est chaleureuse, puisque vous connaissez très bien cette ville. Arnaud, tu y as séjourné ? Pendant 3 mois et demi. Pendant 3 mois et demi, voilà. En 2012. Oui, c'était à quelle occasion ? Alors, j'ai été invité comme lecteur, en fait, pour donner des cours de français, donc culture française et traduction russe-français à des étudiants de l'université pédagogique, de la 3e à la 5e année d'études. Et j'y suis retourné ensuite 1 mois en août avec ma compagne pour faire uniquement du tourisme. Donc là, les 3 mois étaient étalés donc, de mars à début juin. Oui, c'était pendant la Grande Pâque russe. La Grande Pâque russe. Et tu étais bien accueilli ? Très bien accueilli. Oui, oui. Alors je dirais que Volgograd justement est riche en dynamisme, en activité et en hospitalité. Oui, j'ai lu le compte-rendu que tu en as fait. On est un petit peu même étonné de la facilité des contacts qu'on peut avoir. Oui, alors bon, c'est vrai que quand on parle la langue, les contacts sont d'autant plus faciles. Mais je me suis effectivement retrouvé dans un environnement privilégié parce qu'ils étaient très contents, les professeurs étaient très contents de pouvoir accueillir un lecteur français de langue maternelle. Et ils ont donc été aux petits soins pour moi. Bon, je pense qu'un étudiant qui est accueilli également par une famille locale est très bien accueilli. C'est ce qui se passe notamment dans le cadre des échanges entre l'ancienne IUFM de Dijon, qui s'appelle maintenant SP. SP. Oui, SP et puis l'université pédagogique de Volgograd. Voilà, ou peut-être les étudiants d'AgroSup aussi. Les étudiants d'AgroSup aussi, qui vont peut-être faire des échanges. Je sais que les étudiantes qui sont allées à Volgograd sont très contentes de leur séjour. Elles ont été très très bien accueillies par leurs correspondantes russes. Alors, quand on lit ce que tu dis de la vie à l'université, on est étonné parce que on est tout le temps pris en groupe, en fait. On n'est jamais laissé livrer à soi-même. Il y a une vie très collective. Une vie très collective, en effet. Très collective, donc, et très dynamique. Les deux mots vont ensemble, parce que les professeurs et les étudiants organisent de très nombreuses manifestations, activités sur le thème, dans mon cadre, de la culture française, puisque j'étais lecteur pour la faculté de français. Un samedi par mois, par exemple, ils organisent en collectivité des séances de présentation de livres français où les étudiants donc, passent devant leurs collègues, les autres étudiants, pour leur présenter un livre, essayer de les convaincre de lire ce livre-là en leur expliquant pourquoi. Ah oui. Ça se passe en français. Et ça se passe en français, en plus. Les exposés sont en français. Sont en général très bien préparés et il y a énormément d'émulation. Et on a l'impression qu'on sent un climat friand de culture française. Friand de culture française, friand de culture anglaise dans le cadre de la faculté d'anglais, etc. Donc ça a lieu tourné vers l'extérieur. Tourné vers l'extérieur. Beaucoup plus, je trouve, qu'en France même, parce qu'il y a une vie riche d'activités. Ah oui, c'est ça. Donc oui, les séances de présentation des livres français, il y avait des après-midi aussi consacrés aux comédies musicales françaises sur la même structure. Il y a également 2 soirées que j'avais organisées en partenariat avec les étudiants sur le thème du printemps en France, sur le thème des festivals en France. Et à chaque fois, malgré la période d'examen qui s'approchait, les étudiants se sont montés volontaires pour participer à la recherche d'informations, à la présentation des informations et aux différentes activités, notamment si un étudiant a une âme musicale, n'hésitez pas du tout à venir présenter une chanson en français. Oui, ils en veulent, quoi, en fait. Ils en veulent, tout à fait. Ah oui. Et il y a toutes les semaines quasiment une séance de répétition dans la grande salle de spectacle de l'université, sur différents thèmes, par différentes corporations, entre guillemets, étudiantes. Ce qui fait qu'il y a toujours une vie très dynamique au sein de l'université.
À tel point d'ailleurs que justement, je viens de mentionner la salle de spectacle. Salle de spectacle que nous voyons très rarement, pour ne pas dire jamais, dans nos universités Ah oui, françaises. oui, ça c'est rare, oui. Voilà, c'est Enfin, vraiment un oui, signe quand que même, les étudiants là-bas, que la vie universitaire est très tournée vers l'activité, vers le spectacle, toujours des et activités vers la de groupe, créativité. la créativité de groupe, oui. Toujours en groupe. Oui. Toujours en groupe, oui, oui, ça c'est étonnant. Oui. Bon, alors, c'est encourageant, est-ce que tu nous racontes? Alors maintenant, on est un simple touriste, on a envie d'aller à Volgograd. Michel, tu nous conseilles d'y aller comment? Je crois que le plus simple, c'est d'y aller encore en avion. C'est relativement facile. Il y a un avion Paris-Moscou tous les jours, et ensuite des avions Moscou-Volgograd qui peuvent s'enchaîner assez aisément. Je dirais que si on veut aller à Volgograd, il faut y aller avec le souhait de découvrir la mémoire de cette ville. Je crois que c'est important. C'est une ville mémoire, non pas au sens où on va ressasser les mêmes choses, mais on va montrer ce qui s'est passé, et puis on peut voir ensuite l'évolution de la ville. Donc, visiter les sites, bien sûr, de la bataille de Stalingrad, ça c'est incontournable. Le musée Panorama qui permet d'appréhender une journée de cette bataille. Un musée moderne, des musées modernes. Un musée très moderne, Ouais, très moderne, avec une grande salle circulaire au sommet qui retrace avec des peintures et puis aussi avec des éléments qui sont au sol, qui retrace un peu le site de cette bataille autour de la colline Mamaïev. Et ensuite, eh bien, se promener tout simplement dans la ville. Le centre-ville est très joli et très beau, avec des grandes avenues, avec des fleurs. On peut ensuite descendre au bord de la Volga. Et on peut aussi, bien sûr, aller faire une promenade sur la Volga. C'est tout à fait possible. Il y a des croisières ensuite qui permettent d'aller de Volgograd jusqu'à Astrakhan ou de remonter sur Kazan. Et on peut découvrir ensuite ces autres villes. Mais Volgograd en tant que telle, c'est une ville dynamique, chaleureuse. Et Arnaud en a parlé d'une autre manière. Si on va à Volgograd, il faut essayer de rencontrer les habitants. Il y en a un certain nombre qui parlent français, donc c'est facile. Ah oui. De rencontrer, d'aller visiter une école. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent le français. De rencontrer les élèves, ils sont heureux de vous accueillir. Mais on peut y aller comme ça, même si on est... On peut essayer d'obtenir des rendez-vous. Ouais. Bien sûr. Ça s'obtient assez facilement. Oui. Lorsque nous organisons un voyage à Volgograd, nous on visite la ville, bien sûr, mais on a toujours des rencontres tant à l'université que dans des écoles, etc., pour rencontrer les jeunes, la population. Et puis il y a d'autres belles choses. L'été à Volgograd, c'est la Volga, donc c'est aussi se baigner, c'est faire du bateau, c'est découvrir le canal Volga-Don aussi, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, qui relie la Volga au Don. Ouais. Et donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais le plus important, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est de rencontrer des personnes, alors sur les marchés, oui, dans les magasins. Oui, j'allais dire, voilà, le mot magique tout à l'heure, voilà. Quand j'ai dit marché, vous avez des lumières dans les yeux. L'un et l'autre, c'est un lieu agréable, le marché à Volgograd. Tout à fait, c'est très pittoresque. Alors il y a le marché central et puis il y a tous les marchés de quartier qui sont encore très différents, qui sont des petits marchés avec des petites baraques, et puis on rencontre la population qui vit sa vie classique, normale, etc. Oui, et si la viande est taillée à la hache sur un étal... c'est pas grave, c'est pas grave. Non, si c'est l'hiver, c'est pas gênant. L'été, il faut peut-être davantage faire attention. Mais on trouve toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits. C'est une région agricole, sans que ça paraisse. C'est un climat quasi méditerranéen par moment. Donc on a oui, c'est pour ça qu'il y a le jumelage d'ailleurs avec Vitagora, il y a des échanges, agricoles. Entre l'université agraire et puis l'AgroSup. Et maintenant, effectivement, il y a des échanges, des liens qui se sont créés entre Vitagora et son pôle de recherche et la réalisation d'un organisme du même genre à Volgograd. Donc il y a des perspectives aussi économiques qui sont à travers ces échanges. Et aujourd'hui, les échanges entre des villes, c'est des échanges culturels, ce sont des échanges de jeunes, comme nous on le fait depuis de nombreuses années. On accueille tous les ans un groupe de jeunes Russes, d'une trentaine de jeunes Russes dans la région, mais ce sont aussi des échanges économiques qui sont en perspective. Arnaud, j'ai l'impression, quand on lit ton compte-rendu, que tu n'as pas souvent mangé tout seul en fait. Oh non. Tu as été souvent invité ? J'ai souvent invité, j'ai fait connaissance avec d'autres personnes que les personnes de l'université. Donc, au sein de l'université, les professeurs d'un côté, les étudiants de l'autre étaient toujours
prêt à m'inviter quelque part à une sortie. Donc je me suis retrouvé à aller très souvent au théâtre, très souvent à l'auditorium, pour y écouter ou y voir des pièces ou des concerts de très bonne qualité. Donc on a une vie culturelle insoupçonnée, en fait, hein. Oui. D'un côté. Et de l'autre, j'ai trouvé par mes activités sportives à côté aussi tout un réseau d'amis Oui. avec qui je me suis retrouvé souvent à partager un pique-nique ou alors un barbecue sur les bords de la Volga, par exemple. Quelle activité sportive? La capoeira, figurez-vous que même à Volgograd, Ah oui. j'ai trouvé un groupe de capoeira, donc un art martial brésilien que je pratique de temps à autre. Et donc par ce biais-là, je me suis constitué aussi un réseau d'amis avec qui j'ai gardé des contacts, encore maintenant. La capoeira sur fond de balalaïka, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Tout à fait. Il y a mentionné aussi le sauna russe. Donc là, ça fait partie de l'ambiance. Tu nous demandais de donner une image sexy de Volgograd. Oui. En voilà une. Parce que le sauna russe, c'est toute une expérience, en fait. Ah oui. Il faut avec les son contrastes rituel, de chaleur. avec son rituel, oui. 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 Donc, sauna russe en bois, avec un réchaud à l'intérieur qui fonctionne en versant de l'eau sur des pierres qui sont portées à très haute température. Ça produit de la vapeur, merci. Et on se retrouve donc pendant une dizaine de minutes à suer, à se purifier le corps, éventuellement à se masser ou à légèrement se fouetter avec des verges de bouleau ou de chêne, etc., qui est en fait très agréable. Quand on parle de fouetter avec des... Oui, on a peur un peu comme ça. On a peur un petit peu comme ça, mais c'est vraiment très agréable. Très, très agréable. Et l'autre partie du rituel consiste à sortir dans la neige et se frotter le corps avec la neige pour dynamiser. Très bien. Si on survit à tout ça, c'est que... Si on survit à tout ça, mais en fait, c'est très agréable. C'est ça. D'accord. Oui. Et ensuite, il y a toujours un bon repas qui vous attend. Ah, c'est bien. Très bien. Vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. Et comme un mardi sur deux, de 18h à 18h30, vous écoutez Le mot sur la main, qui met en lumière les travailleurs de l'ombre. Et puis, c'est notre rubrique régulière, un ouvrage bien traduit. Alors c'est vrai que j'aime bien consacrer une rubrique dédiée aux traducteurs, qui sont par excellence les travailleurs de l'ombre. Alors, sur Stalingrad et tous les événements historiques qui sont autour sur la Deuxième Guerre mondiale, il est évident que la bibliographie, la filmographie sont énormes. Ça ne va pas être notre propos du jour. Aujourd'hui, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut lire de russe quand on veut entrer davantage dans le quotidien de la vie russe d'aujourd'hui? Alors, grâce au site de la bibliothèque municipale de Dijon et puis au site d'Orcasie, j'ai focalisé sur un auteur. Ce sont les romans policiers d'Alexandra Marinina. Bon, alors... certains vont me dire c'est du policier, c'est pas de la grande littérature. Oui, ne détrompez-vous, c'est quand même très très bien. Alors, c'est qui Alexandra Marinina? C'est une femme qui a actuellement 58 ans. C'est une ex-lieutenant-colonel de la police de Moscou qu'on appelle la Petrovka. Et puis comme ça, en 1996, à 41 ans, elle a décidé qu'elle arrêtait d'être fonctionnaire de police et qu'elle allait écrire des romans policiers. Et puis ça a marché. Elle en a écrit à peu près une quinzaine, dont 10 traduits en français à l'heure d'aujourd'hui. Et gros succès dans les pays russophones de la série télévisée qui a été faite sur ces romans. Alors, c'est une série télévisée russe. Je pose la question à tout le monde dans le studio. Vous en connaissez beaucoup des séries télévisées russes à la télévision française? Aucune. Aucune, non, voilà. Bon, aucune. Voilà. On aimerait bien les voir parce que j'assure que ces romans policiers sont très bien. On en connaît des norvégiennes et des suédoises sur les policiers. On aimerait bien en connaître des russes. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais alors les romans russes, moi j'y comprends rien parce que les noms sont vraiment trop compliqués. Il y a des surnoms, il y a 50 surnoms par personnage. C'est impossible de les se mettre dans la tête. Alors je vais vous dire, tout à fait d'accord. C'est pour ça que les deux traducteurs français, ces deux traducteurs de Marinina, qui sont Galia Ackerman et Pierre Laurin, ils prennent soin au début de chaque roman de faire une petite fiche où ils expliquent comment fonctionne le nom russe avec le prénom patronymique et le nom et les quelques surnoms. Et ils jurent qu'ils ont simplifié le plus possible, qu'ils n'ont pas mis tous les surnoms pour que le lecteur français s'y retrouve.
Moyennant quoi, dans ces volumes de 400 pages qu'on dévore à toute vitesse, eh bien, je vous assure que c'est très facile de s'y retrouver, même s'il y a beaucoup de personnages. Alors, vous allez me dire aussi, ouais, c'est russe, c'est alcool, sexe, violence, mafia. Je vous dire non, parce que, en fait, ce sont des romans policiers tout en finesse psychologique. Personnellement, j'ai dévoré Quand les dieux se moquent, qui est plutôt sur, on va dire, les rapports entre les couples, quels qu'ils soient, l'homme et le chien, ou bien d'autres couples, vous verrez. Et surtout, L'illusion du péché, où c'est très habile, parce que dans un roman qui se lit très facilement, il y a à la fois la Russie d'aujourd'hui, il y a les règlements de compte d'antisémites de l'après-guerre, il y a le contre-espionnage, il y a la lutte contre le terrorisme islamique, et puis il y a aussi cette espèce de tentation qu'ont parfois les Russes de jouer aux apprentis sorciers avec la science. Là, un personnage a envie de faire des enfants surdoués avec une méthode qui lui appartient, et il y a des ratés. Voilà, je vous engage vraiment à lire, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tu m'as dit, Michel, qu'il y avait justement une littérature russe contemporaine très riche. Oui, qui se renouvelle en permanence. Il y a les romans policiers comme Marinina ou Akonine. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'autres auteurs maintenant qui émergent, comme Prilepine, comme Ulitskaya, etc., qui sont, pour certains, traduits en français. Pas tous, mais ça va se faire bientôt. Et des jeunes écrivains qui existent aussi et qui commence à se faire connaître un petit peu partout dans le monde. Oui, alors naturellement, beaucoup de titres, vous les trouverez à la Bibliothèque municipale de Dijon et chez votre libraire, bien sûr. En attendant que nous ayons le plaisir de recevoir quelques étudiants de Volgograd au printemps, on pourra peut-être en parler ensemble. Je vous rappelle le site de l'association Bourgogne-Urkasie, où vous allez trouver beaucoup d'idées de lecture si vous souhaitez. C'est www.bourgogne-urkasie.fr. Et je vous rappelle que vous êtes bien sur Radio Culture Dijon 100 FM. Et comme un mardi sur deux, de 18h à 18h30, vous écoutez Le mot sur la main qui met en lumière les travailleurs de l'ombre. Et vous pourrez nous retrouver bientôt en podcast sur le site Radio Culture Dijon 100 FM, bien sûr. Et tout de suite, c'est Le mot sur la main. Alors Michel, ton mot c'est ? Drujba. Ah, Ce qui signifie amitié. Ah oui, c'est très bien. C'est tout à fait le ton de l'émission. Et toi, Arnaud ? Et moi, c'est atmosphère, donc ambiance. Ambiance, voilà. Camille ? Moi, j'ai choisi Chapka, étant donné les températures qu'il fait à Dijon. Alors moi, j'ai choisi balade avec un L et deux L, parce que la balalaïka, c'était la balade musicale. Et puis, c'est vrai que vous m'avez convaincu que Volgograd peut être sexy, et j'ai bien envie d'aller me balader sur les bords de la Volga maintenant. Effectivement, Voilà. juste un petit mot, si je peux rajouter quelques petits commentaires sur la Pâque russe en parlant d'ambiance. Oui. Alors, la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure m'a rappelé les pique-niques sur le bord de la Volga et les chansons à la guitare. Mais en parlant d'ambiance, on avait justement mentionné la Pâque russe, qui est un événement dont il faut vraiment profiter, dont il faut vraiment s'imprégner lorsqu'on y est. Oui, donc c'est une bonne saison pour y aller, en fait. C'est une bonne saison pour y aller. On découvre la fin de l'hiver, on découvre l'arrivée du printemps, très rapide, suivi par l'été, et notamment la Pâque russe. Très bien. Alors, on va toper nos mots, voilà. Voilà, on les garde en mémoire jusqu'à la prochaine fois. Merci Michel, merci Arnaud, merci Camille. On se retrouve dans 15 jours et on espère avoir le plaisir de vous écouter bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.